Et là, nous allons aborder un autre sujet qui est le jeu comme un outil d'information autour des soins et des examens. C'est donc Bénédicte Minguet, qui est docteur en sciences psychologiques et de l'éducation à la Clinique de l'Espérance à Liège, en Belgique, qui va nous présenter la clinique du jeu. Elle est aussi formatrice à Sparadra et fait des formations continues auprès des soignants. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation du CNRD pour cette journée d'aujourd'hui, et merci aussi d'accepter de vouloir inscrire la dimension psychologique dans la prise en charge de la douleur. C'est une approche un peu transversale dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors on va parler du jeu. Le jeu, c'est sérieux bien sûr, et notamment avec les enfants, et par rapport à la douleur, on va se situer bien en amont du moment du soin, puisqu'on va être en décalage, on va être avant le soin, et on va voir dans quelle mesure cette information que l'on donne va pouvoir créer des conditions de soin ou éviter des procédures telles que l'anesthésie ou la prénarcose. Donc on se situe bien dans une approche en lien avec la douleur. Nous allons parler du jeu et la façon dont on peut l'utiliser comme outil d'information et la façon dont l'institution peut se servir aussi de la démarche d'information par le jeu pour aider l'enfant et surtout respecter ses droits également, le droit à l'information. Dans un premier temps, et c'est très important, il faut pouvoir différencier les fonctions du jeu. On a vu avec la précédente présentation qu'on était plutôt dans l'aspect de la distraction avec les lunettes Bliss. On sait que le jeu peut servir aussi au soutien, et là on est plutôt dans un aménagement ou dans les salles de jeu, dans le fait que le jeu peut aider l'enfant à régresser confortablement pour se rassurer lui-même. Et puis, il y a une troisième dimension où le jeu est là pour informer et pour apporter des informations en lien avec la situation que l'enfant va vivre et qui va l'aider à se préparer, à y faire face, à intégrer ce qui va arriver pour lui. Lorsque on veut intégrer cette démarche d'information par le jeu, on doit évidemment mesurer qu'il y a différentes sortes de jeux, différents supports, et que chacun des supports va entraîner une situation avec une modalité d'interaction qui va varier, et que cette interaction avec le jeu va conditionner les conditions d'appropriation de l'information pour l'enfant. Vous avez des Playmobil sur le dessus de la photo qui vont nous montrer, qui va montrer à l'enfant plutôt des informations relatives à la prise en charge, à la connaissance des points de repère dans le temps et dans l'espace, tandis que sur le côté, une infirmière va montrer le conditionnement post-opératoire d'une réimplantation utérovésicale, et là l'enfant va toucher directement, donc il va apprendre aussi en touchant le matériel, en situant sur le schéma corporel et en faisant des liens évidemment avec son propre corps. Et la façon dont il va remonter du bloc opératoire. Puis sur le bas, vous avez une marionnette qui va imiter les conditions d'anesthésie, avec aussi mais avec aussi des notions de temps, quand commence l'anesthésie, comment est-ce qu'on s'endort et puis comment est-ce qu'on se réveille aussi, puisque pour l'enfant, il n'y a rien d'évident dans les procédures médicales. Tout est à redéployer clairement pour qu'il comprenne ce qui lui arrive. Et puis, vous avez une photo qui reprend l'information sur l'IRM et les conditions de passation de l'IRM. Là aussi, l'enfant est dans le jeu symbolique, donc il se distancie de l'examen ou des répercussions au niveau de la peur que l'examen peut générer, et il va faire à un poupon cet examen. Donc dans le jeu symbolique, il ne faut pas oublier que l'enfant apprend non seulement comment les soignants fonctionnent, puisqu'il les imite, et comment les objets fonctionnent aussi. Donc il y a une multitude d'informations pour l'enfant dans ces conditions. Alors, si on va encore un peu plus loin dans l'utilisation des outils, on peut associer les informations que vous connaissez très bien, certainement déjà, de l'association Sparadra, ici sur la cystographie, que l'on va associer à un accueil d'enfants juste avant la cystographie, où on va utiliser ici le jeu symbolique pour montrer
comment les conditions de passation vont se dérouler. Alors ici, on va montrer aux enfants, mais il est tout aussi important de montrer aux parents comment ça va se dérouler, puisqu'il est important de leur montrer où ils vont se situer, quel rôle on va attendre d'eux, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer. Donc cette mise en scène permet les conditions, la mise en place de l'alliance thérapeutique. On va montrer aussi aux parents de tout petits bébés, puisqu'on a cette expérience depuis 10 ans déjà autour de la cystographie, où ce sont les parents des tout petits qui ont une très très grande anxiété à essayer de dédramatiser, je dirais, juste avant le soin pour pouvoir faire en sorte, ou l'examen, pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle d'accompagnant au moment du soin ou de l'examen. Alors ici, on est on pousse encore la démarche plus loin et on va vraiment inscrire dans l'institution. On parlait tout à l'heure de co-création entre les besoins des patients et de l'institution. C'était l'exemple de la déviance. Ici, on va plutôt parler de co-construction d'un processus de coopération. L'institution a inscrit dans l'organisation des soins un espace particulier, spécial, dédié à l'information de l'enfant sous la forme ici d'un hôpital de miniature dans lequel l'enfant va pouvoir tester les conditions de passation d'une IRM et éviter par-delà donc l'anesthésie. Alors, je vais vous montrer un tout petit film, mais pour que vous ayez une grille de lecture sur les outils utilisés et leurs effets, voici comment ça fonctionne. Une information autour de l'IRM pour éviter donc cette anesthésie des enfants va jouer sur 3 modules au niveau du jeu et on va jouer sur les dimensions pour pouvoir justement faciliter aussi l'appropriation des informations dédramatisées. On commence avec des objets miniatures tels que les Playmobil pour situer l'action. Puis, on favorise le jeu symbolique avec une reproduction sur un poupon des conditions de passation, l'association des sons avec les sons de l'IRM avec des sons connus de l'enfant. Et ainsi, on va, vous le voyez d'ailleurs sur la photo, l'enfant se réapproprie, interagit, prend dans les mains et donc c'est de cette façon que l'enfant intègre l'information sans même quelquefois dire un mot. Et puis la 3e étape, alors on est dans des conditions de simulation ici où l'enfant va prendre son temps et à son rythme de passer les conditions d'examen. Et ici, on va aussi vérifier la compréhension. Donc, l'enfant n'est pas toujours à même de nous reproduire, n'a pas nécessairement l'esprit de répartie pour répondre à une question quand on lui dit « Est-ce que tu as compris ?» L'esprit de synthèse n'est pas toujours au rendez-vous à ce moment avec l'angoisse. Et par contre, s'il vous montre ce qu'il a compris, alors on est davantage dans l'établissement d'une relation de confiance mutuelle pour pouvoir réaliser le soin ou l'examen. Eh bien, voilà, qui peut m'aider? Si je pouvais passer l'examen, le film, peut-être pas encore. Bon. En résumé, et donc pour pouvoir regarder ce film, je parlerai donc d'espaces dédiés, et ça c'est important en termes de volonté institutionnelle de placer la question des droits de l'enfant et de la prise en charge de sa douleur dans le processus institutionnel. Le fait de travailler au rythme de l'enfant est aussi quelque chose de très important, puisqu'on va devoir contrer d'une certaine façon ou ruser avec l'organisation médicale qui, elle, impose la temporalité au niveau des soins. Et puis alors, je voulais simplement peut-être dire aussi par rapport à ce dispositif que c'est un dispositif transformateur. Donc autant on travaille en amont pour préparer l'alliance thérapeutique, autant il nous est arrivé aussi, depuis de nombreuses années que nous utilisons ce dispositif, de travailler les phobies d'enfants. Et d'ailleurs, les phobies d'adultes également dans ce type de dispositif. Donc, on va aller désamorcer l'angoisse, faire en sorte d'exposer progressivement la personne aux stimuli angoissants, mais surtout lui donner le temps de l'expression, de la reconnaissance et de l'appropriation, l'apprentissage par rapport à ce qui va se dérouler.
excusez-moi, ce sera plus simple de passer, voilà. Je savais en arrivant ici que je n'avais pas à m'inquiéter, que ça allait bien se passer et surtout comment ça allait se passer. Elle se souvient du moment de jeu qui a précédé donc la préparation, mais finalement elle se souvient peu de l'examen. Ça montre bien là l'efficacité et l'intérêt de cette préparation. Nous allons utiliser différents outils, des outils ludiques, interactifs, différents outils adaptés à l'enfant, à l'âge de l'enfant et à sa disposition, à son état psychologique. Il vient nous visiter une semaine avant le passage de son examen pour pouvoir prendre connaissance progressivement des situations qu'il va découvrir avec nous d'abord et puis en situation réelle dans un deuxième temps. On va faire des photos. Vas-y, Valentine, tu peux faire une photo. Une, vas-y. Et alors à Lily, faire une photo. Il est important de préparer un enfant à l'examen ou à l'intervention chirurgicale dont il va bénéficier. Tu vas pouvoir te relever et retrouver maman. Ils sautent sur la table tout seuls, ils se mettent déjà correctement et c'est eux qui nous demandent « Est-ce que je peux avoir le casque et la sonnette ?» Un autre intérêt majeur de la préparation, c'est d'éviter les anesthésies générales entre 5 et 10 ans chez les enfants qui sont récalcitrants à la machine. Mais c'est une démarche à poursuivre absolument. Voilà pour la mise en image. Et pour terminer alors cette présentation, je vais peut-être proposer quelques phrases à méditer. Et pour les personnes et les équipes qui sont déjà engagées dans une démarche d'information par le jeu, ça donnera peut-être aussi une façon de relire ces pratiques, le temps de l'expression de ces phrases. Alors je vais commencer par la première, qui est d'une évidence sur laquelle on peut vraiment s'appuyer pour cette démarche. C'est que lorsqu'on informe l'enfant, eh bien on informe son parent aussi, par transitivité. Or, l'inverse n'est pas vrai. Quand on informe le parent, on n'a aucune garantie que l'enfant soit informé. Donc voilà, vous pouvez être beaucoup plus rapide aussi. En tout cas, vous pouvez gagner du temps. C'est un investissement que d'informer l'enfant directement. Ensuite, mais ça, vous le savez déjà, et nos exposés d'aujourd'hui le mettent en image, je dirais, c'est que la question de l'information, c'est bien avant le soin. La question de la distraction, c'est pendant le soin. Et pourtant, ça reste du jeu aux deux moments, mais clairement, ça s'utilise à des moments différents, pour des effets différents d'ailleurs. Et puis, la question de l'information, c'est aussi une question d'anticipation. Ça permet d'anticiper le soin, de le préparer, non seulement de préparer l'enfant, mais de préparer le parent et de préparer les conditions de l'alliance thérapeutique. Donc, c'est un temps investi extrêmement précieux, même dans l'organisation des soins. Pour autant, évidemment, qu'on ait l'occasion de préparer aussi son équipe au fait de dégager cette priorité pour informer les enfants avant le soin. Ensuite, on peut toujours se poser la question de savoir de quel outil ou de quelle information visuelle vais-je disposer pour informer l'enfant, dans la mesure où l'information orale est extrêmement présente dans la vie à l'hôpital et peut-être moins l'information visuelle. Donc, dans un premier temps, est-ce qu'elle est présente? Et puis, de toujours pouvoir avoir en tête, est-ce que l'enfant a compris, au-delà de ce que j'ai transmis, est-ce que l'enfant en a compris quelque chose et que va-t-il pouvoir en faire dans le cadre du soin?
Ensuite, la question des parents. On parle beaucoup de la question de la place des parents et de la présence des parents à l'hôpital, mais on pourra aller plus loin et dire aussi qu'il est tout aussi important de travailler le rôle des parents. A-t-on identifié le rôle? Et que toutes ces mises en scène que l'on a vues avec l'information par le jeu permet justement de préparer le parent à jouer son meilleur rôle dans le cadre des soins. Alors la question aussi des espaces intermédiaires veut dire que les moments entre l'annonce du soin et le moment du soin, il y a là des espaces à exploiter qui sont justement ces moments d'information en dehors de l'enjeu du soin. Alors je terminerai en disant qu'en faisant référence aux outils qui existent déjà pour ceux qui souhaiteraient mettre en place une démarche d'information par le jeu, un film que j'ai écrit avec Françoise Galland de l'association Sparadra qui s'appelle Informer par le jeu, qui est aujourd'hui disponible sur leur chaîne YouTube en intégralité. Et vous rappelez aussi que la FHF, le 4 septembre dernier, a sorti ses recommandations sur l'accueil des enfants à l'hôpital et a bien insisté sur l'article numéro 3 qui est le droit à l'information, et que vis-à-vis de l'institution et de la direction, ça reste un appui important pour la démarche de projet pour les services au quotidien. Voilà, je vous remercie.